Le titre exact est Eau, déchets et développement durable. Alors ce colloque devait réunir une centaine de participants, mais nous souffrons d'une non-participation liée aux difficultés de transport. Nous espérons accueillir demain un peu plus d'enseignants-chercheurs qui viendront nous rejoindre ici à Alès. Alors ce colloque a eu lieu les années précédentes à Agadir, Alexandrie, donc naturellement, cette année il a lieu à Alès. Vous voyez la suite logique. Nous en sommes extrêmement fiers, en tout cas bienvenue parmi nous, bienvenue à Alès. Alors évidemment tous ces chercheurs sont mobilisés autour des problématiques de gestion des ressources, de développement durable. Et vous êtes également là, Monsieur Blond, vous qui avez écrit et dirigé plus d'une quinzaine de livres sur le sujet, vous qui avez créé les pages écologie de Courrier International et conçu l'émission Vue du ciel de France 2. Merci. Donc vous continuez ce long combat pour la défense de la planète en tant que directeur éditorial de la fondation Good Planet, que nous connaissons tous parce qu'elle est présidée par Yann Arthus-Bertrand. Et vous venez nous parler d'un sujet d'actualité pour la Fondation, mais pour nous tous, les océans. Eh bien, Olivier Blond, c'est à vous. Merci à vous tous d'être là. J'espère qu'on va passer une agréable soirée ensemble. Comme on vous l'a dit, je suis donc le directeur éditorial de la Fondation Good Planet, qui est la fondation de Yann Arthus-Bertrand. Et notre mission, c'est de sensibiliser le grand public au développement durable. Donc, je vais vous présenter rapidement un petit film qu'on a fait aujourd'hui. Et puis après, je parlerai globalement des océans. Et j'espère surtout qu'on aura une discussion fructueuse encore après. Alors, le film qu'on va voir, c'est en fait le trailer, donc la bande-annonce d'une certaine manière, du film Planète Océan. Ce film a été mis en ligne gratuitement pour la Journée mondiale de l'environnement, le 5 juin, donc il y a quelques jours. Donc vous pouvez tous le regarder chez vous, pour un peu que vous ayez une connexion Internet. C'est gratuit. Et vous pouvez tous, ou toutes d'ailleurs, organiser dans les écoles, dans vos associations, en tout cas dans toutes les organisations à but non lucratif auxquelles vous pourriez participer, des projections de ce film. Parce que c'est vraiment un film qui a été construit comme un outil pour sensibiliser le grand public et pour amorcer des discussions. Dans le film, il y a beaucoup de questions, il n'y a pas forcément toutes les réponses, mais parce que les réponses, c'est une partie les scientifiques qui les donnent, une partie les politiques et une partie les citoyens. C'est pas à Yann Arthus-Bertrand ou même à la Fondation de dire ce qu'il faut faire. Encore une fois, l'enjeu, c'est d'y réfléchir tous ensemble pour construire ensemble quelque chose. Ce film, donc, qui a été mis en ligne pour la Journée mondiale de l'environnement, est sorti en même temps qu'une application iPhone, que je vous présenterai un petit peu juste après le film, et qu'une exposition qu'on a faite à Paris, parce que, évidemment, les images animées, aussi belles qu'elles soient, ce ne sont jamais qu'une partie d'un dispositif pour éduquer, sensibiliser, et encore une fois, c'est une action qui se mène à plusieurs, avec les chercheurs, avec les experts, avec les enseignants de toute classe, et avec l'ensemble de la société. Alors, je vais vous laisser voir ce film, et après j'essaierai de vous présenter les grands enjeux de la protection des océans aujourd'hui, tels que je l'aperçois en tout cas. Merci. Longtemps, j'ai contemplé l'océan sans le comprendre. Je ressentais l'énergie immense de ses eaux, je m'étonnais de la profondeur de ses bleus, je respirais l'air du large.
Mais en réalité, je ne voyais rien. Ici, à Shark Bay, en Australie, les falaises me murmuraient l'histoire de la Terre. Elles n'étaient pas des roches sorties de terre. Elles étaient nées de la vie de l'océan. Elles formaient un immense sanctuaire fait de milliards de squelettes d'animaux marins accumulés au fond des mers lorsque la Terre n'était qu'un océan. Ces organismes avaient fait l'air que je respire et le climat qui me protège. Je voyais de puissantes marées creuser des sillons de sable, mais je ne voyais pas que ce brassage est la source de la vie. Je voyais les vents sculpter des dunes, mais je ne voyais pas le mariage de la terre et de la mer. Je voyais le sel blanchir une terre aride, mais je ne voyais pas que l'océan a apporté la vie au continent. Je voyais d'immenses prairies coloniser le fond des mers, comme je n'en voyais pas sur Terre. Mais à Shark Bay, il y avait bien plus encore. Il y avait l'origine de ma propre histoire, à moi, l'homme. Elle avait commencé là, par une colonie de fossiles de bactéries qui vit à fleur de l'océan et que l'on appelle stromatolite. Je descends de cette forme de vie, la plus ancienne connue sur Terre, dont la naissance remonte à 4 milliards d'années. Je venais de là, je viens de l'océan. Aujourd'hui, devant l'océan, je ne vois plus que moi, l'homme. Je suis 7 milliards d'humains. J'ai fait de la planète un monde à mon image. Sur les rivages de l'océan, j'ai bâti des mégapoles où je vis par millions. J'ai creusé des ports, rasé des îles pour construire mes usines. L'océan m'apporte toutes les richesses minérales du monde. Je travaille la matière, je fonds l'acier, je découpe. 100 000 de mes bateaux parcourent les océans. Tout ce qui vit, tout ce qui pousse sur la terre passe un jour dans mes mains de fer. Je transporte même les forêts. Je puise sans relâche dans l'océan pour me nourrir. Je suis devenu un super prédateur. J'ai mis ma vie en boîte. C'est 600 millions de boîtes que je transporte grâce à l'océan. Cet océan m'a offert la mondialisation. La planète est à moi. Et maintenant, où je vais ? Je commence à mesurer les conséquences de ma puissance. Surpêche, climat, épuisement des ressources, pollution. Ma propre course m'entraîne loin, beaucoup trop loin. Et je le sais parce que je suis capable de comprendre ce qui m'arrive. Comment en suis-je arrivé à ne plus voir ce qui m'entoure ? Pour le comprendre, il faut retourner au commencement de tout.
Ouais, merci. 2 choses sur ce film. Le premier, c'est qu'à chaque fois que Yann fait des films, il essaie de trouver des manières de faire qui sont en phase avec son message, c'est-à-dire des moyens de production différents. Et vous savez que Yann est un photographe aérien, un réalisateur aérien, et il ne fait pas d'images sous-marines. Et en fait, pour faire ce film, il a en fait créé une sorte d'alliance entre toute une série de photographes et de réalisateurs sous-marins avec qui il a échangé des images. Donc c'est une forme de film coopératif, un film choral, dans lequel chacun apporte quelque chose gratuitement, ce qui permet de réaliser un film avec des ambitions importantes et un budget raisonnable, parce qu'évidemment, vous savez que l'argent est un enjeu important dans le cinéma. Mais à chaque fois, on cherche des nouvelles formes, parce qu'on peut toujours créer aussi des formes pour créer. Et la deuxième chose que je voudrais dire sur ce film, avant de commencer mon petit discours, c'est qu'une des caractéristiques du travail de Yann et du travail de la Fondation, c'est qu'on cherche toujours et avant tout à montrer la beauté du monde. Et bien sûr, il y a des problèmes. Bien sûr, il y a la surpêche, bien sûr, il y a la pollution, bien sûr, il y a plein de problèmes. Malgré tout, la Terre reste magnifique. Malgré tout, il y a des forêts somptueuses encore à parcourir, il y a des océans remplis de coraux et de poissons multicolores, il y a des montagnes et des sommets à gravir, et c'est parce qu'il reste tout ça qu'il faut se battre. Parce qu'il reste tellement, en fait, que ça vaut le coup de faire des efforts pour le protéger. Si tout était foutu, eh ben, ça ne vaudrait plus la peine. Et encore une fois, c'est très très important de garder à l'esprit la beauté du monde, de ce monde sur lequel on vit et qu'on partage tous ensemble. Et c'est important de garder ça à l'esprit parce que là, je vais vous parler des problèmes, mais évidemment, il n'y a pas que les problèmes, il ne faut pas se focaliser que là-dessus. Alors, quels sont les problèmes? Sur les océans, en fait, il y en a 3 principaux. C'est assez simple et vous les connaissez, hein. C'est la pollution, c'est la surpêche et c'est le réchauffement climatique. Et je vais aborder ces 3 problèmes-là et je vais essayer à chaque fois de vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on peut essayer d'y répondre et comment est-ce qu'on peut essayer de regarder plus largement. Parce que parfois, on pense au développement durable et à l'environnement comme une action pour sauver les poissons, par exemple. Et c'est vrai que c'est important. Mais en fait, c'est toujours un problème plus large. C'est toujours un problème de notre action et notre vie sur Terre. Comment est-ce qu'on gère notre présence? Et donc, c'est toujours un problème d'homme à la base. L'homme est fauteur de troubles, mais il est porteur de solutions aussi. Donc, il ne faut pas séparer les deux. Le développement durable, en fait, si on passe au-delà des définitions, c'est mettre l'homme au cœur des problématiques. Alors, la surpêche. Bon, vous êtes tous au courant qu'il y a un problème de surpêche dans les océans, bien sûr. Alors, je vais vous donner quelques chiffres quand même que j'ai notés parce que je ne les retiens jamais. Entre 1950 et 1990, le volume de poissons pêchés a été multiplié par 4. Ce qui fait qu'on est passé de, alors c'est un peu plus de 4, c'est de 20 à 90 millions de tonnes par an. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que donc, en quelques décennies, les techniques de pêche, parce que c'est vraiment une question de technique, de technologie, ont progressé énormément. On pêche maintenant avec presque des outils de guerre. C'est une guerre contre le poisson qu'on est en train de mener aujourd'hui, avec des hélicoptères, avec des satellites, avec des sonars, des radars, avec tout un ensemble de moyens technologiques qui sont disproportionnés, évidemment, face à la capacité de réaction des écosystèmes. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que s'il y a eu cette progression extrêmement rapide, donc x4, c'est quand même considérable, des prises en quelques décennies, depuis en gros les années 90, les prises stagnent. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que les technologies se sont arrêtées. Au contraire, les technologies continuent à progresser. C'est que malgré l'amélioration des techniques des pêcheurs, eh ben, les océans commencent justement à ne plus pouvoir donner les poissons que les pêcheurs voudraient récupérer. On est sur un plateau qui s'explique parce que la ressource, les poissons, sont surpêchés. Après, on peut discuter encore des chiffres, mais il y a
plus de la moitié des stocks, un stock c'est une population d'un poisson à un endroit donné, plus de la moitié des stocks de poissons de la planète qui sont soit exploités jusqu'à leur limite, soit au-delà de leur limite, même parfois on dit que c'est les 3/4, ça dépend. Mais c'est pour vous donner une idée des quantités et des enjeux. Et qu'est-ce que ça veut dire quand on dépasse finalement les limites d'un écosystème? Eh bien, on a un exemple extrêmement concret, un exemple historique qui s'est passé au Canada, à Terre-Neuve. C'est une région qui, pendant des siècles, a vécu de la pêche, notamment de la morue. Et on parlait de la morue de l'Atlantique Nord, parce que c'est toujours un petit peu compliqué, les espèces, il faut bien être précis. Mais pendant des siècles, donc, tous les pêcheurs de la côte ouest du Canada vivaient de la pêche. Et comme je vous l'ai dit, les captures ont augmenté considérablement, x4, x5, pareil. Et au bout d'un moment, ils se sont aperçus qu'il n'y en avait plus. Et du jour au lendemain, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait plus la ressource sur laquelle ils avaient construit leur activité. Et ça s'est passé, il y a même une date, en 1992, une date précise, où le maire de la ville qui était le centre de la pêche a dit « à partir de demain, on arrête la pêche ». Et du jour au lendemain, il y a 40 000 pêcheurs qui ont été réduits au chômage, de cette manière instantanée. Et toutes leurs familles qui ont été condamnées à soit aller ailleurs, soit vivre d'allocations, soit trouver des petits boulots de gauche et de droite. Et il y a eu une colère immense. On peut encore voir les images sur Internet des foules, mais furieuses, des pêcheurs. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'ils n'avaient pas vu la chose venir. Et que finalement, cette interdiction de pêcher la morue, ce n'était pas une mesure contre eux, c'était la conséquence d'une action concrète. Et en fait, aujourd'hui, les écologistes, ils ne sont pas contre les pêcheurs. Au contraire. La plupart des spécialistes qui alertent en permanence les médias ou l'opinion publique, ou d'ailleurs les pêcheurs, le font d'une certaine manière aussi au nom des pêcheurs, en leur disant tout ce qu'on cherche à faire, c'est assurer que vous puissiez continuer durablement à faire votre métier, que vos enfants puissent le faire aussi. Parce que d'une certaine manière, la pêche et la ressource halieutique, donc le nom technique, c'est l'exemple type de ce que ça peut être le développement durable. C'est la poule aux œufs d'or. Il suffit de laisser les poissons faire et ils se reproduisent tout seuls. Et il y en a comme ça pendant des générations et des générations. Il suffit juste de les laisser se reproduire. Il n'y a pas de travail. Enfin, pour qu'ils se reproduisent. Après, il faut les pêcher, bien sûr. Et c'est ça qui est important à comprendre dans le développement durable, c'est qu'en fait, ce qui est durable, ça ne l'est toujours qu'en comparaison de quelque chose d'autre. Et la pêche peut être durable si elle est à un rythme modéré. Et si on va trop vite, si toutes les envies d'argent, parce que c'est quand même ça, sont laissées libre cours, eh ben, il y a un problème. Mais encore une fois, les écologistes ne sont pas contre les pêcheurs, au contraire. Et c'est même, moi je ne suis pas à Greenpeace, mais on a des bonnes relations avec eux, et c'est même faux de croire qu'il y aurait une opposition. Aujourd'hui, les gens de Greenpeace essayent d'organiser les pêcheurs, les petits pêcheurs, pour justement qu'eux puissent continuer à travailler. Parce que ce qui se passe, c'est qu'évidemment, ça devient une activité économique, la pêche. C'est normal. Et aujourd'hui, les grands bateaux qui peuvent faire plus de 100 mètres de long, qui peuvent pêcher pendant 3 mois, et qui sont des usines, en fait, avec des moyens pour congeler les poissons immédiatement qui sont sortis de l'eau et pour pouvoir justement les ramener que plusieurs mois plus tard, ces grands bateaux-là représentent, selon les pays, mais on peut dire presque 80% des prises. Mais évidemment, ce n'est pas 80% des hommes et des femmes qui travaillent dans la pêche. Au contraire, c'est seulement 20% maximum. Donc déjà, en France, aujourd'hui, donc les ONG écolos
leur manière de lutter contre la pêche, ce n'est pas d'être contre les pêcheurs, c'est justement d'aider les petits pêcheurs à se faire entendre en France. Et évidemment, après, il y a des questions internationales, puisque, vous le savez sans doute, ces gros bateaux de pêche qui sont affrétés par l'Union européenne en partie, par la Chine en partie et par tout un ensemble de pays, entre guillemets, riches, vont toujours plus loin au fur et à mesure qu'ils pillent les ressources. Et bien, quand il n'y en a plus au large de l'Espagne, ils descendent un petit peu plus, et après ils arrivent au Maroc, et quand il n'y en a plus, et ben, ils descendent encore un peu plus, et ils vont au Sénégal, et ils descendent, et descendent, et descendent. Et en fait, on peut observer, les chercheurs ont fait d'ailleurs des cartes, où on voit au fur et à mesure les zones de pêche industrielle descendre vers le sud. Et évidemment, ça pose une question de développement, parce qu'aujourd'hui, par exemple, pour parler du Sénégal, aujourd'hui, les flottes occidentales pêchent dans les eaux du pays, qui, alors, c'est assez intéressant, parce qu'aujourd'hui, le nouveau ministre a annulé des autorisations. Il y a des vrais enjeux de négociation, parce qu'on pille ces pays-là, mais de manière visible, concrète et pratique. Mais encore une fois, ce n'est pas du tout nécessaire, et l'idée des écologistes, encore une fois, ce n'est pas d'interdire la pêche, ce n'est pas interdire ni aux marins pêcheurs bretons de faire leur travail, ni aux marins pêcheurs sénégalais de faire le travail. Au contraire, l'enjeu, c'est de permettre cela. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est, quand on pense à ça, il y a deux idées générales que j'aimerais vous apporter sur la pêche. La première, c'est que la pêche, c'est aussi étonnant qu'on puisse peut-être pas le voir, c'est que c'est une activité de type préhistorique. Parce que qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 000 ans? Il y a 10 000 ans, l'espèce humaine a inventé l'agriculture. Ça veut dire qu'on a transformé un certain nombre de... L'agriculture et l'élevage d'ailleurs. On a transformé un certain nombre de variétés animales et végétales pour qu'elles puissent être cultivées, pour qu'on puisse produire de manière raisonnable, en tout cas reproductible, des quantités suffisantes pour nourrir la population. On est passé de la cueillette, où on allait juste se servir, à la production. C'était il y a 10 000 ans. Et aujourd'hui, la pêche, c'est l'équivalent de la chasse et de la cueillette, avec des moyens technologiques complètement disproportionnés. Mais c'est la même chose. On en est toujours là. Pour une grande partie du poisson qu'on sort des océans. Alors aujourd'hui, il y a l'aquaculture qui commence à se développer. Mais ça fait, en termes industriels en tout cas, ça fait que quelques décennies. Ça a augmenté de manière conséquente. Mais ça ne fait que quelques décennies. Et imaginez que ça fait, encore une fois, 10 000 ans qu'on fait de l'élevage. Il n'y a pas encore dans les océans de variétés, je ne sais pas, moi, de saumon, puisque c'est un poisson qu'on élève en grande quantité. Il n'y a pas une variété spéciale de saumon qui aurait été sélectionnée par des années et des années de croisement et qui serait adaptée tout particulièrement à ce qu'on veut en faire, comme les vaches, les poules ou les cochons qu'on élève aujourd'hui en France ou ailleurs sont le fruit de siècles de sélection. On n'en est pas là. Et je sais que je suis dans une école d'ingénieurs, donc il y a un travail incroyable à faire sur ce thème-là. C'est très compliqué, parce qu'il y a des enjeux environnementaux secondaires majeurs, puisque les élevages, en fait, que ce soit de poissons ou de vaches, quand vous concentrez trop de matière animale, et au bout d'un moment, vous avez des déjections, vous avez de la pollution, vous avez des maladies qui surviennent. C'est les mêmes problèmes, encore une fois, entre l'élevage et l'aquaculture. Donc c'est complexe, mais c'est un enjeu majeur pour l'avenir de la planète, parce que vous le savez sans doute comme moi, aujourd'hui on est à peu près 7 milliards sur Terre. Les prévisions pour 2050, voire un peu plus, c'est qu'on soit autour de 10 milliards, peut-être un petit peu moins. Ça fait 2 ou 3 milliards de plus. Ces gens-là, il va falloir les nourrir. Et en plus, comme le niveau de vie d'un certain nombre de pays augmente, et c'est une très bonne nouvelle, notamment en Asie, les gens veulent manger de plus en plus de protéines animales, de viande ou de poisson. Donc non seulement la population augmente, mais sa demande en poisson augmente.
Donc il ne faut pas seulement augmenter de 30% la production de poissons, il faut l'augmenter de bien plus. Ça, c'est un vrai enjeu majeur. Et pour plein d'ingénieurs ou de jeunes qui cherchent à des projets enthousiasmants, je crois qu'il y a une vraie bataille à mener, il y a plein de chantiers, il y a plein de technologies, il y a plein de business d'ailleurs aussi à faire. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire sur la surpêche. La deuxième chose que je voulais vous dire sur la surpêche, pour rebondir sur cette idée que c'est finalement le poisson, c'est l'exemple type de la ressource durable, c'est je voudrais vous raconter une histoire, parce que évidemment ça a été largement étudié, et il y a un philosophe anglais des années 60 qui s'appelle Gareth Hardin, qui a écrit un texte qu'il a publié dans un magazine scientifique, Science, donc vraiment la référence, qui s'appelle La tragédie des communs. Alors il y a toujours des problèmes de traduction parce que c'est de l'anglais, mais enfin bon, on va dire que ça s'appelle comme ça en français. Et il prend l'exemple en fait, non pas des poissons, mais des vaches. Mais vous allez voir, c'est exactement la même chose, et il a justement clairement dit que son modèle était applicable aux poissons. Imaginez un champ commun dans un village où tout le monde a le droit de faire paître ses vaches. C'est très pratique, bien sûr. Et dans cette région où les conditions sont favorables, eh ben, on peut facilement augmenter le nombre de vaches. Donc, chaque paysan, individuellement, va avoir intérêt à avoir un peu plus de vaches, puisqu'il va gagner un peu plus d'argent en vendant leur lait, leur viande ou je ne sais quoi, et les coûts sont nuls, puisque le pré dans lequel les vaches paissent est commun et il est gratuit. Donc il raconte cette histoire, et puis bon, au bout d'un moment, au début un paysan avait 10 vaches, et puis il en a 20, et puis 50, et puis 100, et puis tous ses copains font pareil, et au bout d'un moment on a un problème, parce que le champ commun, eh ben, il est brouté entièrement par les vaches. Et donc à ce moment-là, il y a une crise, et la plupart des vaches meurent. Et ce qui est extrêmement intéressant dans cette histoire, c'est qu'il explique que individuellement, chaque paysan n'est pas forcément un mauvais bougre. Il cherche à nourrir sa famille, comme nous tous. Il a objectivement intérêt à acheter une vache en plus dès qu'il peut pour avoir un peu plus de revenus. Et s'il ne le fait pas, s'il a conscience du fait qu'il y a un problème écologique qui pointe à l'horizon, et si il dit, bon, moi, je suis un écolo, donc je ne veux pas avoir plus de vaches. Ça ne sert strictement à rien. Il aura bonne conscience, mais il ne résoudra pas le problème, parce que tous ses copains, ses voisins, eux sont poussés par cette même logique à avoir toujours plus de vaches. Et ça, évidemment, vous pouvez le voir, c'est la même chose pour les poissons. Chaque pêcheur est invité par la logique économique à toujours prendre plus de poissons. Et c'est une ressource commune et gratuite. Il n'y a pas besoin, a priori, sauf exception, il y a des endroits où on paye des droits de pêche. Mais on va dire en haute mer. C'est une ressource gratuite. Et on va en fait vers le même mécanisme et la même catastrophe. Ce qu'il dit, c'est assez intéressant parce que c'est dans les années 60 qu'il écrit ça. C'est quelqu'un qui est plutôt de droite d'ailleurs. Il dit, bon, en fait, il y a un problème parce qu'il y a un bien commun et il y a une appropriation privée. Donc, et ça ne va pas. Il dit, soit on fait un bien commun et une appropriation commune, soit on fait un bien privé et une appropriation privée. Mais quand on mélange les deux, ça c'est très compliqué et justement, on va aux catastrophes. Alors lui, à l'époque, en plus c'est la guerre froide, etc., il dit, bien commun, appropriation commune, ça c'est le communisme, bon... bien privé, appropriation privée, ça voudrait dire privatiser les océans ou privatiser toutes les ressources. Lui, il est plutôt pour, mais il voit bien que c'est vraiment pas simple. En tout cas, il y a un vrai problème de ce que les écolos aujourd'hui appellent la gouvernance. Qu'est-ce que c'est la gouvernance? Ça veut dire justement comment on se met ensemble autour de la table et on discute de comment est-ce qu'on gère les ressources. Et ce n'est pas Gareth Hardin qui donne la réponse, encore une fois, et nous, à la Fondation, d'ailleurs, on pense que ce n'est pas à nous de donner des réponses, on veut vous inviter à en chercher,
Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un problème, et la question de la politique au sens noble et positif, donc au sens de la gouvernance, c'est un vrai enjeu, et c'est un enjeu extrêmement complexe, malheureusement. On imagine bien tous les enjeux qu'il peut y avoir sur la gestion, par exemple, des ressources en haute mer. Vous savez que c'est un grand problème. Les Nations Unies n'arrivent pas à se mettre d'accord sur comment gérer, c'est-à-dire est-ce qu'on peut interdire à tel ou tel bateau de pêcher dans telle zone, en dehors des zones qui appartiennent à chaque pays. La haute mer, par un traité très, très important des années 60, est une zone où il n'y a pas justement d'autorité nationale. Je ne dis pas que c'est ça la solution, mais en tout cas, le fait qu'il n'y en ait pas est un problème. Alors, face à cette difficulté majeure, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Alors, nous, à la Fondation, on vous a montré un film, on en a fait, on essaie de sensibiliser. On a fait aussi un livre, d'ailleurs que j'ai dirigé et qui sera en vente à la sortie si vous voulez nous soutenir, qui présente un peu les grands enjeux. Mais en dehors des actions économiques et politiques, chacun à son niveau, au niveau individuel, peut jouer un rôle dans la situation. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est que la pêche? C'est une action commerciale qui vise à vous vendre au final un produit, un poisson, sous une forme ou sous une autre. Et en tant que consommateur, vous pouvez avoir une influence sur le circuit. Et ce n'est pas seulement un délire d'écolo babacool des années 60, etc. En fait, ce n'est pas du tout en fait, même une chose écologique. La consommation active, comme nous on appelle ça parfois. Dans l'histoire, il y a deux grands moments historiques qui, nous, les écolos, nous sont des références. C'est la lutte pour l'indépendance du peuple indien avec Gandhi dans la première moitié du XXe siècle, et le mouvement pour les droits civiques aux États-Unis dans la deuxième moitié du XXe siècle, on va dire. Et ces deux moments, à chaque fois, qui sont importants, qui sont portés par Gandhi et par Martin Luther King, donc vraiment des grandes références de l'humanité tout entière, elles vont à chaque fois commencer ou s'organiser autour de mouvements sur de la consommation, puisque notamment Gandhi, pour commencer par lui, a organisé une marche du sel donc pour boycotter un produit qui était imposé trop lourdement par les Britanniques. Il avait organisé son rouet, c'était pour lutter contre l'industrie textile anglaise qui utilisait indûment le travail des Indiens. De la même manière, dans le mouvement pour les droits civiques aux États-Unis, tout commence quand Rosa Parks refuse de se lever dans un bus, vous connaissez l'histoire, et quand tout autour de cette personne historique, la population décide du boycott des bus racistes du sud des États-Unis. C'est comme ça que ça commence. Donc il ne faut pas croire que c'est négligeable. C'est vraiment des moments importants de l'histoire qui ont basculé autour de grandes campagnes donc pour les droits civiques, pour les droits humains. Et aujourd'hui, moi je ne vais pas dire que la protection des poissons c'est aussi important ou que c'est plus important, que c'est moins important. Je ne fais pas du tout d'analogie sur la valeur de la cause. Mais les moyens, en tout cas, qu'on peut utiliser et en tout cas qu'on a à notre disposition, ce sont les mêmes. Et aujourd'hui, vous pouvez choisir de ne pas acheter tel ou tel produit, pas acheter du poisson pêché dans des eaux illégales, de ne pas pêcher des poissons qui ont une empreinte écologique trop forte, de ne pas acheter des poissons dont on sait que leur survie est menacée justement par la pêche. Et ça, vous pouvez le faire tous les jours, ou presque. Et comme je travaille quand même pour une fondation et que je vais faire un peu de publicité, j'en suis désolé si ça vous gêne, mais on a développé, et on l'a sorti au même moment que le film, une application smartphone, donc pour iPhone ou pour Android,
gratuite, parce que nous, nos produits, on les fait gratuitement, que vous pouvez télécharger gratuitement. Elle s'appelle Planète Océan. Et sur cette petite application, vous pourrez regarder les poissons que vous allez acheter, par exemple, à la poissonnerie, et ça vous dira tout de suite si c'est des poissons qu'on vous encourage à acheter ou au contraire qu'on vous encourage à ne pas acheter. C'est simple, vous rentrez le nom du poisson, c'est vert, c'est bien, c'est orange, c'est moyen, vous pouvez y aller si vous voulez, c'est rouge, ben non. Et c'est des choses très simples, et encore une fois, chaque geste individuel peut parfois sembler un petit peu vain, en tout cas à l'aune des enjeux, et l'histoire, encore une fois, l'a montré, ça peut changer les choses aussi au final. Alors, je vais vous parler maintenant d'un deuxième enjeu majeur sur les océans, c'est la pollution. Là encore, vous êtes très largement au courant, j'imagine, mais je vais quand même commencer par vous donner quelques chiffres, encore une fois, que je n'ai pas appris par cœur. Donc, chaque année, 6,5 milliards de kilos de déchets de matière plastique sont déversés dans les océans, soit 206 kilos par seconde. C'est quand même assez impressionnant. Et pour ce qui est des marées noires, vous savez qu'il y a des grandes marées noires comme le Prestige, l'Erika, Deepwater, mais en fait, ce ne sont qu'une petite partie des pollutions aux hydrocarbures dans les océans. C'est autour de 10% de la pollution par les hydrocarbures. Le reste vient en gros de ce qu'on appelle les dégazages, c'est-à-dire les grands navires qui balancent leur merde dans les océans. Et là, des chiffres, alors on peut prendre un petit peu avec précaution, mais enfin, c'est autour de 1 million de tonnes par an d'hydrocarbures sont jetées dans la Méditerranée, par an, soit 50 fois la marée de l'Erika, par an. Bon, ça donne une idée des enjeux. Dans toutes les... Alors évidemment, ces pollutions, elles sont variées. Il y a des pollutions aux hydrocarbures. Alors je ne vais pas en parler en fait, parce qu'il y a trop de choses à raconter. Il y a les pollutions par les productions agricoles avec les algues vertes que vous connaissez. Je ne vais pas en parler non plus. Je vais vous parler seulement de la pollution par les plastiques, parce que c'est quelque chose dont on parle beaucoup ces derniers temps. C'est le continent de plastique, si vous avez entendu parler de cette expression. Alors, il faut imaginer, en fait, il faut se méfier de son intuition. Le continent de plastique n'est pas un continent, en fait. Ce n'est pas quelque chose de solide, de dur sur lequel on pourrait marcher avec des montagnes et des océans, évidemment. En fait, c'est juste une zone particulière du Pacifique. En fait, il y en a plusieurs, mais il y en a un principal dans le Pacifique, sur lequel il y a une densité de déchets plastiques beaucoup plus forte qu'ailleurs, parce qu'il y a des courants marins qui les amènent, et finalement, ils se concentrent au fur et à mesure des années dans cette zone particulière, qui fait quand même autour de 1 million de kilomètres carrés. Donc c'est énorme. Mais comme c'est perdu au milieu du Pacifique, ce n'est pas une zone vraiment très passante, pendant longtemps, on ne s'en est pas aperçu. Et encore une fois, ce n'est pas vraiment visible. Par exemple, de satellite, de l'espace, on ne voit rien. Mais quand on est sur place, quand on met une petite épuisette dans l'eau, eh ben, on retrouve plus de plastique que d'êtres vivants. Cette pollution au plastique, elle a plein de conséquences. Notamment parce que les plastiques agrègent, c'est-à-dire ils collent tout un ensemble de produits chimiques toxiques, le DDT, enfin les noms chimiques, les PCB, enfin c'est que des choses toxiques, et ils les collent. Et comme ils flottent dans les océans, ils sont mangés par les poissons, et en fait ils s'accumulent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils s'accumulent dans la chaîne alimentaire, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dégradés, et quand un petit poisson mange ces particules contaminées, ben, elles restent dans son corps, et quand un plus gros poisson mange ce poisson, eh ben, il récupère cette molécule, mais comme le gros poisson mange plein de petits poissons, en fait, il va avoir beaucoup plus de contamination que le petit. Et en fait, à chaque fois qu'on remonte d'un niveau dans la chaîne alimentaire, on augmente la quantité de poison présente dans l'organisme. À tel point, alors les chiffres
moi je suis toujours méfiant, mais à tel point que chez les prédateurs finaux, par exemple les mammifères marins, on trouve parfois des concentrations de ces poisons, des toxiques, 1 million de fois supérieures à ce qui sont dans l'océan. C'est pour vous dire cet effet de concentration, à quel point il est fort. Et le problème, c'est qu'un produit chimique, bon, quand il a très basse concentration, je ne dis pas que c'est bon, mais ce qui est sûr, c'est que quand il est 1 million de fois plus concentré, là, ça pose des vrais problèmes. Et il y a tout un ensemble d'études qui montrent à quel point les oiseaux, les mammifères marins et les poissons, entre autres, sont victimes de cette pollution. Il y a des millions d'individus, d'animaux qui meurent chaque année. Et ce qu'il faut bien réaliser, c'est que cette pollution qui est donc dans les océans, en fait, eh ben, elle vient de la Terre. À au moins 80%, la pollution qui est dans les océans, elle vient de la Terre, c'est-à-dire des activités humaines, des villes, de vous et de moi. Que faire? Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler, alors moi, encore une fois, j'oublie à chaque fois son nom, mais il y a un jeune étudiant, comment il s'appelle? Alors, il faut que je trouve mes listes. Bon, là, écoutez, je ne me rappelle plus de son nom, donc c'est tant pis. Mais c'est un jeune étudiant danois qui à 17 ans, s'est dit « je vais essayer de trouver une solution ». Et c'est un étudiant en sciences, il a imaginé une sorte de grand râteau, on va dire, pour simplifier, qu'il pourrait construire et qu'il mettrait dans l'océan à cet endroit où il y a les courants marins et qui ferait, en gros, qui pourrait ramasser les déchets plastiques et après il suffirait d'aller les récolter. Ce jeune étudiant, à 17 ans, a eu cette idée. Il y a un certain nombre de gens qui ont dit « c'est génial, ça peut marcher, vas-y ». Et 3 ans plus tard, il a récolté des centaines de milliers d'euros. Il a organisé une communauté d'une centaine de chercheurs bénévoles et ils sont en train de regarder si ça peut marcher ou pas, comment. Là, aujourd'hui, il est à Washington dans une grande conférence justement sur les océans avec toute l'administration américaine pour essayer de leur expliquer exactement son idée. Il a fait le tour du monde des plus grandes conférences, etc. etc. Et bon, je vais vous dire après pourquoi je pense que ce n'est pas forcément la meilleure solution, mais ce qui est génial, et là aussi j'ai choisi cet exemple parce que on est dans une école d'ingénieurs, c'est qu'on peut trouver des solutions, y compris des solutions technologiques. Parce que souvent, on a cette vision d'opposition entre les écologistes, qui seraient un peu contre le progrès, et justement les chercheurs, les ingénieurs, etc. Au contraire, il y a toute une nouvelle génération d'ingénieurs et de chercheurs qui justement essaient de trouver des solutions. Et ce qui est génial, c'est qu'il y en a qui ont plein de bonnes idées. Et il faut justement qu'on arrive à recréer une sorte d'union entre les écologistes et les chercheurs, parce que tous les chercheurs ne travaillent pas forcément pour Areva ou pour Total. Et il y a plein de défis à lever. Et ce jeune étudiant danois, dont, encore une fois, je suis désolé, j'ai oublié son nom, mais vous le trouverez sur Internet très facilement, eh ben, je trouve que c'est un message d'espoir magnifique à la jeunesse. Et en plus de ça, je trouve qu'il dit quelque chose de super intéressant sur comment est-ce qu'on trouve aujourd'hui des nouvelles choses. Parce que, bon, d'abord, il est quand même très très jeune, mais très vite, il a organisé un réseau, il a essayé de faire du crowdfunding, donc utiliser Internet pour récolter un petit peu d'argent. Il a fait un peu de com, évidemment, il faut savoir faire de la communication aujourd'hui. Et aujourd'hui, sans être encore un expert des processus de technologie, ce qu'on voit, c'est qu'on se met ensemble. On se met ensemble pour travailler, on décentralise, on utilise des processus très horizontaux, et on est dans une manière de faire qui est différente de ce qu'on a pu faire peut-être au siècle précédent, en tout cas dans les processus d'innovation. J'ai l'impression, en tout cas sur l'environnement, où c'est toujours des problèmes, souvent en tout cas des problèmes nouveaux et locaux,
on passe d'une logique de très gros systèmes, genre une centrale nucléaire, à une logique plus horizontale, plus simple, des solutions plus faciles à mener peut-être, avec un impact peut-être plus local, mais qui peut-être au final changeront aussi, et peut-être mieux, la solution. Donc ça, c'est une deuxième leçon que je crois importante sur aujourd'hui ce qu'est l'environnement. Malgré ce que font croire ou ce que veulent croire un certain nombre, il y a une nouvelle union à trouver entre science et écologie. Et je sais que je parle ici à des gens qui savent bien, qui en sont persuadés. Mais pourquoi est-ce que je pense que ce n'est pas forcément la bonne solution? Et encore une fois, je ne suis pas un ingénieur, donc s'il y en a ici dans la salle qui veulent qu'on en discute, ça m'intéresserait, parce que j'aurais intérêt à savoir ce qu'ils en pensent. C'est que finalement, ces grands râteaux qu'on met au milieu des océans, bon, c'est pas mal, mais imaginez utiliser un grand balai pour nettoyer le Sahara, vous avez intérêt d'avoir un grand balai ou de balayer pendant longtemps. Je ne sais pas, ça serait peut-être un calcul amusant à faire, combien de milliards d'années il faut pour balayer le Sahara qui fait 10 millions de kilomètres carrés avec un balai de 1 mètre carré, etc. Bon, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour vraiment balayer les océans, même avec un grand balai qui fait 100 mètres de long. Ça reste quand même complètement démesuré. Et donc, le vrai enjeu en termes d'ingénierie, c'est pas ça. Le vrai enjeu, c'est d'éviter que la merde, elle arrive là où elle est. Et donc, c'est bloquer le problème à la source. Encore une fois, je vous ai dit, 80% au moins de la pollution vient des terres, et donc elle vient de nous. Et en fait, comment est-ce que ça se passe? On balance des choses dans les poubelles ou dans les eaux usées, hop, et ça arrive jusqu'aux océans. Et une chose assez amusante, encore une fois, pour vous donner une petite piste de qu'est-ce qu'on pourrait faire, c'est que cette pollution en plastique, elle n'est pas majoritairement constituée de gros éléments, de sacs plastiques, de jouets abîmés, etc. C'est des microparticules, de micromètres ou de cette sorte de grandeur-là, qui sont en fait issus de l'usure de ces produits plastiques qui, naturellement, ou par les processus de retraitement, se fracturent en plein de petits morceaux. Et une chose amusante, c'est qu'une partie importante de ces produits plastiques qu'on voit dans les océans viennent de nos machines à laver. Pourquoi? Parce qu'on utilise de plus en plus de fibres synthétiques dans nos textiles. Et à chaque lavage, il y a une action mécanique, il y a un peu de frottement, et il y a un peu de particules qui va dans l'eau, qui va dans les égouts, qui va directement, enfin pas directement d'ailleurs, dans les océans. Et une manière toute simple de résoudre, enfin pas de résoudre, enfin en tout cas de participer à la résolution du problème de la pollution plastique des océans, c'est de prendre plus de vêtements en textiles végétaux, c'est-à-dire en coton. Et ça ne vous fera pas du mal. Et je trouve que c'est amusant de voir comment est-ce qu'on peut boucler la boucle, comment un petit phénomène ici peut avoir des répercussions à l'autre bout de la planète. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que, alors c'est une phrase que j'aime bien raconter, c'est « il faut parler de merde ». Je sais que, encore une fois, je m'adresse à des gens qui travaillent sur le sujet, mais l'épuration des eaux, le recyclage des déchets, c'est un sujet qui, parfois, n'est pas sexy. On dit « oh là là, c'est moche, ça pue ». Voilà. C'est vachement plus sympa de raconter à ses copains qu'on est en train d'imaginer un truc, un râteau magique pour aller dans le Pacifique, enlever le plastique des océans, etc., que de dire « moi je travaille dans une usine de retraitement et je nettoie la merde de mes concitoyens ». Cela étant, c'est probablement beaucoup plus efficace de travailler dans une usine de retraitement à l'amélioration des processus industriels qui sont en jeu, que je ne connais pas, mais c'est majeur. Et le problème, c'est effectivement d'arriver soi-même à se raconter une histoire qui nous motive à le faire. Et à tous les jeunes élèves et ingénieurs
ou pas ingénieur d'ailleurs, il faut arriver à se raconter une histoire pour se motiver à faire ça. Et c'est un vrai enjeu aujourd'hui que de reparler de ces sujets-là. Et en plus, si je dois faire un petit aparté sur le entre guillemets, le Sud, évidemment, ces enjeux-là sont tout aussi présents dans les grandes métropoles du Sud, mais en plus, il y a un vrai problème sanitaire d'accès à l'eau potable, et encore une fois, c'est une question de merde. C'est-à-dire, si on n'arrive pas à parler aux gens et entre gens qui habitent une région ou un village ou je ne sais quoi, leur dire, si vous chiez dans le champ du voisin, parce que c'est ça, et bien en fait, vous véhiculez tout un ensemble de bactéries qui peuvent après avoir plein de conséquences sanitaires. Et bien, tant qu'on n'est pas capable de dire ça, donc de parler de ces gros mots, eh bien, on n'est pas capable de résoudre réellement le problème. Allez, et je vais finir sur le troisième grand enjeu des océans, donc le climat. Le climat, encore une fois, comme pour la pollution, il y a de multiples dimensions dont je ne vais pas vous parler. Il y a une première dimension qu'on ne connaît pas forcément toujours, qui est l'acidification. L'acidification des océans, c'est un mécanisme chimique. Comme il y a plus de CO2 dans l'atmosphère à cause des activités humaines, et que ce CO2 peut se dissoudre dans les océans, et que quand il se dissout, il crée un acide, l'augmentation de la concentration de CO2 amène une acidification de l'eau de mer. Alors, c'est une acidification de 30% aujourd'hui par rapport au niveau pré-industriel, donc c'est beaucoup. En même temps, ce n'est pas énorme. Vous ne trempez pas votre main dans un bac d'acide sulfurique quand vous allez vous baigner, vous le savez bien. Mais pour certains micro-organismes, ou d'ailleurs un organisme tout court, ça pose un problème sur des vitesses de calcification, par exemple pour construire une coquille, et ça menace un certain nombre d'organismes. Et donc la biodiversité en général, parce que ces organismes sont en fait à la base des chaînes alimentaires. Il y a une autre chose que je voulais il y a une autre conséquence évidente, c'est la montée des eaux. Et il y en a une troisième, c'est le réchauffement des eaux, notamment avec ce que vous savez sans doute, qui est le problème sur le blanchiment du corail. Donc c'est assez connu. S'il y a en gros 1 degré d'augmentation de la température de l'eau, eh ben, le corail qui vit en symbiose, donc en partenariat avec un micro-organisme qui lui donne sa couleur, ce partenariat, eh ben, il cesse de fonctionner, et donc le corail blanchit, et si la situation perdure, il peut mourir. Il y a, encore une fois, les chiffres, il faut faire attention, parce qu'ils veulent toujours servir les gens qui les... Enfin, il y a beaucoup de gens qui se servent des chiffres pour faire dire ce qu'ils veulent, mais il y a une petite moitié des coraux qui sont aujourd'hui menacés. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Et je vais finir là-dessus. Je voudrais vous raconter 2 histoires. D'abord, un programme que nous, on mène à la Fondation, et qui est la construction de fours, d'installations de biogaz en Inde. Qu'est-ce que c'est? En gros, c'est sur des installations agricoles, on récupère les déchets, notamment les merdes des vaches. Je ne suis pas scatologique en fait, mais c'est quand même... voilà. Mais tous les déchets agricoles et végétaux de l'exploitation, on les fait fermenter, et ça produit naturellement du gaz, du méthane, comme du gaz de ville, qu'après on peut connecter de manière extrêmement simple, avec un tuyau, à une plaque. Et donc les gens peuvent au moins faire la cuisine grâce à ça. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est que les gens n'ont pas besoin d'aller couper du bois pour aller faire la cuisine. Donc, on lutte contre la déforestation. Or, la déforestation est une cause du réchauffement climatique. Donc, ce mécanisme permet de lutter contre la cause du réchauffement. Mais ce n'est pas tout. Parce que ce qui se passe, c'est que, en général, qui est-ce qui va couper du bois pour préparer la cuisine? Eh bien, dans 95% des cas, ce sont les femmes. Et parfois, elles doivent faire
1 heure ou 2 heures de marche pour aller couper le bois et le ramener. Et là, elles n'ont plus besoin. Donc non seulement on lutte contre l'effet de serre, mais en plus on donne à des femmes ou des jeunes filles, parce que souvent elles font là ensemble, 2 heures de vie par jour. Je ne sais pas si on peut donner une valeur à ça, donner 2 heures de vie par jour. Sans compter qu'en plus, dans certains endroits, aller chercher le bois, c'est extrêmement dangereux. Par exemple en RDC ou des choses comme ça, dans des zones où il y a des vraies insécurités. Parfois, il y a des agressions. Donc, en plus, bon. Donc, qu'est-ce que ça raconte, cette histoire ? Et bien sûr, évidemment, ça coûte zéro. Une fois que le truc est installé, c'est une manière d'éviter d'avoir justement les champs à côté pollués par de la merde. Qu'est-ce que ça veut dire, cet exemple ? Ça veut dire 2 choses. La première, c'est que lutter contre le réchauffement climatique, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire en gros brûler du pétrole, etc., c'est pas forcément être contre l'utilisation de l'énergie. Au contraire, parfois, donner de l'énergie aux gens, du gaz, eh bien, c'est lutter contre le réchauffement climatique. Parce que on déplace un équilibre et en fait, on les aide quand même et on diminue en fait au global les émissions de CO2. Donc, encore une fois, c'est une idée souvent fausse qu'on véhicule sur les écolos qui sont pour qu'on revienne à l'âge de pierre, qu'on arrête, qu'on coupe l'électricité. Non, non, au contraire. Les écolos, ils sont pour l'accès à l'énergie, en particulier pour les plus pauvres. Mais il y a des pauvres en France aussi qui, en hiver, ont du mal avec les factures d'électricité et ne se payent pas, et se chauffent pas, pardon. Et par exemple, moi j'avais lu une étude sur l'Angleterre où ils ont essayé d'augmenter le prix ils ont augmenté le prix de l'électricité il y a 3 à 4 ans. Et quels étaient les résultats ? Eh ben, ça n'a pas fait diminuer la consommation, parce que ceux qui sont riches et qui ont suffisamment d'argent, de toute façon, ils ne vont pas faire d'économie sur l'électricité qui représente peanuts dans leur bulletin, pas leur bulletin de paie, leur facture, pardon. Mais par contre, les gens les plus pauvres, eh ben, ils mettaient moins souvent le chauffage chez eux, et donc leurs enfants, ou eux-mêmes, s'ils étaient susceptibles, tombaient plus souvent malades. Donc nous, écolos, on n'est pas contre l'énergie. On est pour une énergie propre et durable. Et la deuxième chose qui est liée vraiment à ce point, c'est les écolos. Enfin, l'écologie, c'est pas un problème de poissons ou de climat ou de forêt ou de je sais pas trop quoi. C'est un problème de gens. La dimension écologique et la dimension sociale, elles sont intimement liées. Et il n'y a pas une question écologique qui ne soit pas une question sociale et inversement. Aujourd'hui, quand on parle de transport, le fait que la plupart des gens doivent aller à leur travail en voiture, en France en tout cas, c'est un problème écologique parce que ça produit beaucoup d'émissions de CO2, mais on ne va pas le résoudre en mettant des voitures électriques. C'est pas ça le problème. On va le résoudre, si un jour on le résout, en changeant la ville, en faisant qu'il n'y ait pas des cités dortoirs où les gens s'entassent parce que c'est pas cher et qu'ils sont payés une misère de toute façon, donc ils n'ont que là où aller, et des endroits où il faut travailler, à l'autre bout de la ville ou du département, et donc ils sont obligés d'utiliser une voiture. Comment est-ce qu'on fait ? On résout un problème social, le fait que les gens, d'ailleurs, perdent 1 heure ou 2 heures de vie par jour dans les embouteillages, en tout cas, par exemple, moi qui suis parisien, c'est un peu ce qui se passe, et c'est un problème économique, et c'est un problème politique. On résout ce problème-là, et à ce moment-là, on va résoudre un problème écologique. Et si on essaie de résoudre le problème écologique tout seul, par exemple, en faisant une écotaxe, par exemple, en augmentant les prix du fuel, et on ne peut pas, parce qu'on se prend en face, de plein fouet, tous les à-côtés sociaux qu'il y a autour. Et ça, c'est très très important à comprendre aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a encore une fois, j'essaie de démonter les idées reçues sur les écologistes. Il n'y a pas, encore une fois, les écolos qui aiment les poissons et ceux qui aiment la terre et les gens qui l'habitent. Aujourd'hui, en tout cas, ça doit être réuni en un seul et même combat, parce que l'écologie, c'est aujourd'hui un enjeu social. Et je vais finir, je ne sais absolument pas si j'ai en termes de timing où j'en suis, mais je vais finir
sur quelque chose qui est propre, je pense, à la Fondation et à Yann, donc, qui est mon patron. Donc. Pour vous dire, nous, notre vision, justement, de l'enjeu, et nous, aujourd'hui, notre enjeu, il est dans le vivre ensemble. C'est ça notre combat. Vivre ensemble. Vivre ensemble. Ah oui, non, j'ai oublié un exemple que je vais vous raconter tout de suite. Mais non, on en parlera dans la discussion. Vivre ensemble, parce que justement, les problèmes écologiques qui arrivent sur nous, ils vont forcément se transformer en problèmes sociaux. S'il y a une sécheresse, s'il y a un changement climatique, et qu'un paysan ne peut plus planter ce qu'il croyait planter, et s'il n'a plus la récolte qu'il espérait, eh ben, il y a un problème économique et social. Et dans certains pays, c'est la survie des gens, réellement, qui est en jeu. Donc, la question, c'est, face à tous les problèmes qui nous arrivent, c'est comment est-ce qu'on va arriver à les gérer ensemble. Et la question aussi, à l'inverse, c'est, une fois qu'on a compris ça, pour les gérer ensemble, il va falloir qu'on trouve d'autres manières d'être l'un à l'autre. Et pour nous, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut de la bienveillance. En fait, l'enjeu aujourd'hui, c'est un enjeu presque spirituel. Moi, je ne professe pour aucune religion, surtout pas. Mais l'enjeu, c'est un enjeu spirituel, c'est-à-dire comment est-ce qu'on est capable de voir l'autre et de se voir soi-même. Et je pense qu'entre autres pistes, la première chose, c'est de s'aimer soi-même et d'aimer les autres. Et si on aime les autres, parce qu'on s'aime soi-même, parce qu'on est en paix à ce niveau-là, on peut regarder les problèmes d'une autre manière et on peut avoir envie de les résoudre. Et pour nous, c'est ça. Et pour nous, je vais finir là-dessus, l'écologie, en fait, c'est une nouvelle forme d'humanisme. Voilà. Merci. Alors, si je ne vous ai pas trop assommé, je pense que le temps est au débat, si vous voulez. Ah, monsieur. Merci beaucoup pour cette conférence d'une importance capitale, en tout cas pour nous qui sommes dans le domaine de la recherche et qui voyons l'action d'associations ou de structures œuvrant au niveau de l'environnement. Alors moi, j'aimerais, pour ne pas monopoliser trop la parole, relever 2 points qui m'ont beaucoup intéressé au cours de votre conférence. La première chose, c'est par rapport à l'exemple que vous avez pris sur Ardenne et les solutions de Ardenne. Et le second point, ça va être sur le fait que les femmes vont ramasser du bois, enfin couper du bois, si j'utilise votre terme, et que ça peut créer des problèmes de déforestation. Alors, sur le premier point, alors vous n'êtes pas allé au bout de la logique de la solution de Ardenne, qui proposait en fait 2 choses. Premièrement, privatiser au sens privé, l'école classique du terme, et deuxièmement, une solution de type étatique, c'est l'État qui gère tout. Or, toute la contradiction liée à Ardenne est à ce niveau, parce qu'il ne propose que 2 solutions. Et ce qui a été relevé, c'est qu'entre les 2 extrêmes, il y a toute une panoplie, ce que nous appelons les solutions hybrides. Et ce sont ces solutions hybrides, en fait, qui sont réellement les enjeux majeurs en termes de trouver des solutions adéquates et durables par rapport à ce qu'on va appeler la gestion des ressources communes. Non pas au sens communiste du terme, mais au sens d'une ressource sur laquelle il y a difficulté d'exclure autrui, alors que la consommation des autres va empêcher d'autres d'avoir accès à cette ressource. Donc l'enjeu est à ce niveau. Et il y a beaucoup d'exemples qui marchent très bien dans les pays en développement sur ces solutions hybrides-là, où les formes endogènes de solutions par rapport à des ressources en commun sont mis en exergue. Et c'est ça d'ailleurs qui a donné le prix Nobel à Ostrom en 2002, si ma mémoire est encore bonne, sur ça. Donc l'enjeu est à ce niveau et vous n'avez pas davantage
insister sur ces solutions hybrides sur lesquelles nous travaillons beaucoup. Je vous remercie pour Voilà, ces précisions qui sont importantes. Et c'est vrai que je ne suis pas rentré dans plus de détails, Ouais. mais c'était par un souci de concision et je suis heureux que vous ayez apporté ces précisions qui sont importantes, vraiment très importantes. Mais c'est un vrai enjeu de réflexion, je trouve très intéressant. Sur Alors, le deuxième point, vous avez dit que les femmes vont chercher couper du bois. Moi, je dirais plus les femmes vont ramasser du bois. C'est du bois mort. Et ce ne sont pas la consommation en milieu urbain qui détruit la forêt. C'est la demande urbaine en bois de chauffe qui détruit les forêts. Et donc, on stigmatise souvent les paysans, le milieu agricole, alors que c'est le milieu urbain, avec les formes de développement en milieu urbain et la demande importante en énergie, qui fait que cette demande est trop forte et il faut combler cette demande. Et comme il faut la combler, le paysan il n'est pas altruiste, d'autant plus que l'État même favorise l'aménagement forestier pour pouvoir alimenter les ménages urbains en bois de chauffe parce que l'énergie liée au gaz coûte cher. Donc il faut couper au niveau urbain cette demande-là et c'est à ce niveau qu'on pourra peut-être résoudre davantage le problème. Sinon, les paysans ont des modes de consommation qui respectent mieux l'environnement par rapport aux citadins que nous sommes, hein, je m'inclus dedans. Et donc, voilà, l'enjeu vraiment n'est pas au niveau des femmes. Et je dirais même qu'il faut laisser davantage les femmes aller chercher le bois, parce qu'il y a des formes de sociabilisation qu'on occulte souvent et qui sont très importantes en termes de stabilité sociale dans un milieu rural. Donc, il y a aussi un enjeu très important sur lesquels peut-être, voilà. C'était les deux éléments que je voulais juste relever en termes de... Merci encore une fois pour ces précisions. Juste pour vous dire, nous, notre projet biogaz, il a plusieurs formes. Il est urbain en Afrique et il est rural en Inde. Et en Inde, le problème est vraiment plus rural. En tout cas, nos installations, on en a plusieurs milliers, sont dans des petits hameaux, en tout cas, donc pas forcément dans un circuit comme celui que vous décrivez. Même si vous avez entièrement raison, c'était une simplification un peu rapide que j'ai faite. Pardon. D'autres remarques ? Vous les avez assommés, ils ne veulent plus parler. Aïe, aïe, aïe. C'était l'inverse de ce que je voulais. Oui, je vous remercie. Moi, j'ai été heureux de vous entendre répéter à plusieurs reprises que les écolos ne sont pas contre le progrès et devaient normalement travailler avec les scientifiques. Je suis d'accord avec vous, mais sauf que on a constaté, notamment dans les pays occidentaux, que l'écologie est devenue un enjeu politique de gouvernance, à telle enseigne qu'on observe une évolution qui n'est plus par rapport aux préoccupations que vous venez d'évoquer. Alors là, en ce moment-là, est-ce que le mariage entre les scientifiques et les écolos peut être encore possible s'ils évoluent vers les méthodes de gouvernance? Voilà. Sinon, nous sommes d'accord, et d'ailleurs, nous sommes réunis aujourd'hui, Miguel l'a dit, tout ce que vous avez dit, vous êtes avec des hommes convaincus qui s'y emploient chaque jour dans les activités de recherche pour trouver des solutions, pour proposer des solutions alternatives. Et sur ce point, nous rejoignons. Mais attention, lorsque vous allez vers la politique telle que vous le faites maintenant, ça nous laisse pantois. Merci. Alors, c'est difficile de répondre à cette question de manière courte. Ce qui est sûr, c'est qu'en France, il y a une évolution un peu particulière de l'écologie que moi, qui me dérange. Je trouve que ce n'est pas forcément la bonne piste, mais c'est finalement assez récent. Comme je l'expliquais tout à l'heure, avant la conférence, en fait, il s'est passé quelque chose en France en 93, je crois, quand Dominique Voynet a pris la tête du Parti des Verts en France, puisqu'elle a pris la direction des Verts en virant Daniel Lechter, qui à l'époque était donc le patron des Verts, et qui s'était inscrit dans une logique qu'on appelait ni de gauche ni de droite, en disant, voilà, nous on veut, je caricature, encore une fois, pardon de simplifier, mais qui disait, nous on a des idées qu'on veut proposer à l'ensemble de la société, et ceux qui veulent les prendre, qu'ils les prennent, et on s'en fiche qu'ils soient de gauche ou de droite. Et Dominique Voynet, elle a dit, non, en fait, c'est pas possible, on ne peut pas faire ça, l'écologie, elle est de gauche,
l'écologie de droite, en gros, n'existe pas, ils sont vendus au grand capital, je ne sais trop quoi. Et donc elle a construit une alliance avec le PS qui a été remarquablement efficace d'une certaine manière, puisque ça a permis de négocier des accords électoraux et d'obtenir au final des députés, des sénateurs, des maires, et en tout cas des postes pour l'ensemble du parti qui s'est installé dans le paysage politique français. Je pense que si elle ne s'était pas ancrée à la roue du PS, ils n'auraient pas, les Verts, dont j'ai été membre il y a longtemps, et je suis parti, les Verts n'auraient pas eu tous ces postes et toutes ces opportunités d'accéder au pouvoir, mais en même temps, ils ne seraient peut-être pas piégés dans la rhétorique qu'ils ont actuellement et qui, à mon sens, et visiblement c'est, je pense, un peu votre perception, repousse un certain nombre de gens. Mais, pour autant, j'aimerais dire deux choses. D'abord, que l'ancrage à gauche, en tout cas autour du PS, des écolos, n'est pas quelque chose d'uniforme sur la planète. Il y a eu, et il y aura sans doute des écolos apolitiques ou de droite, y compris dans des grands pays. Et moi qui connais un peu mieux l'Angleterre, disons que d'autres pays, il y a clairement des gens de droite, enfin en tout cas dans le paysage politique anglais, pas de gauche, qui sont puissants. Cameron, il avait à un moment comme conseiller quelqu'un qui était très écolo, Goldsmith, qui est très très connu. Arrête Gardine, c'est quelqu'un qui est très connu. Il y a eu aux USA pendant tout un temps, il y a eu un courant de droite. Alors moi je ne dis pas qu'il faut être de droite, ce n'est pas du tout mon message, mais je dis on peut être de gauche, de droite, d'extrême gauche, même d'extrême droite, même si ce n'est pas des gens que j'aime. Enfin, l'écologie n'est pas ancrée dans telle ou telle zone de la politique. Il y a, à mon avis, et c'est pour ça que je suis dans une ONG et non pas dans un parti, je pense qu'on peut nourrir l'ensemble du débat. Et après, donc ça c'est un premier point, et le deuxième point que j'aimerais dire, c'est que c'est bien aussi qu'il y ait des connexions entre le scientifique et le politique. C'est des liaisons dangereuses, c'est des liaisons très difficiles. Mais par exemple, pour prendre l'exemple du Sénégal, donc il y a Haïdar El Ali, qui est un ancien, alors plus ou moins scientifique, ONG, etc., qui est devenu, donc était le leader de la plus grosse ONG écolo sénégalaise, qui a fait un programme remarquable de plantation de mangroves dans le pays et un programme remarquable de création d'aires marines protégées. Alors les aires marines protégées sur les océans, il faudrait qu'on en parle pendant des heures, tellement c'est intéressant et important, avec une dimension sociale très forte, justement, à chaque fois, qui a été nommé ministre et qui, depuis, se bat justement contre le fait que l'État ait vendu à l'Occident et à la Chine des permis de pêche scandaleux, et qui essaie de faire des choses. Donc c'est bien que de temps en temps il y ait des transferts. Encore une fois, c'est des liaisons dangereuses. Il ne faut pas se faire happer par la machine politique, qui est une machine qui peut broyer les plus clairvoyants. Mais voilà, il faut quand même qu'il y ait des mélanges, parce que sinon, justement, on reste entre nous, et au bout d'un moment, on est tous d'accord, et on n'arrive pas à changer le monde. Et au final, il faut bien quand même trouver des moyens de le faire. Mais vous avez raison. Merci. Oui. Je suis d'accord avec donc, la démonstration que vous avez faite aujourd'hui de réveiller les consciences donc, des éco-citoyens dans différents pays. Alors c'est facile pour nous quand on est dans les pays entre guillemets développés, mais je me suis rendue il y a 2 ans donc, en Inde justement, et le gros problème c'est le problème d'assainissement. Je pense que les citoyens en Inde, même s'ils auront une conscience, ils n'ont pas les moyens justement de mettre en place un assainissement qui soit suffisamment efficace. Et par conséquent, même si on a une conscience, chacun à notre niveau, je pense qu'il faut qu'il y ait une politique, pas les politiques, mais une politique d'aménagement, d'urbanisation qui favorise justement la mise en place d'un nombre de structures qui vont permettre d'évoluer sur le plan écologique, sur le plan environnement. Et même à titre individuel, on peut effectivement moins consommer d'énergie, moins consommer d'eau.
Mais si derrière, il n'y a pas une politique d'aménagement, je pense qu'on va rester à des actions ponctuelles et non pas des actions collectives. Et c'est justement comme ça qu'on peut travailler ensemble et faire évoluer les choses s'il y a une volonté collective et donc une volonté politique. Là encore, c'est difficile de répondre. Vous avez en grande partie raison. Que dire ? Nous, à la Fondation, on travaille beaucoup avec l'Agence française du développement, donc l'AFD, qui est une banque, la Banque d'aide au développement nationale. Et on discute beaucoup sur que faire, comment. Ils financent nos projets, par exemple, sur le biogaz. Et ce que j'aime bien dans leur logique, c'est une grosse banque, hein, ils ont des milliards à investir chaque année, c'est que, justement, ils aiment bien qu'on leur parle de développement, mais de manière un peu différente et un peu intéressante, et que c'est comme ça qu'eux, ils pensent qu'on peut aider à résoudre les problèmes. C'est-à-dire que pour eux, on ne va pas s'attaquer à un problème, par exemple, d'eau usée. Ils vont dire, nous, on va aider les gens à accéder à un service de l'eau potable. On va donner on va mettre en place les process qui vont que, etc. Et en résolvant ce problème, on va être obligé de mettre en place les structures qui vont résoudre, qui permettront que ce problème soit résolu. Donc cette logique un petit peu multi-acteur, globale, est à mon avis, pour moi, une piste. Et il y a des gens qui le font, on peut dire pas assez. Parfois, ils se plantent, il faut dire la vérité. Mais bon, en tout cas, je pense que pour ce que je connais des grosses ONG d'aide au développement, Oxfam, Agir contre la faim, ou des grosses structures, par exemple, comme donc l'AFD, c'est des gens qui ont vraiment modifié leur discours et leur mode de pensée en quelques décennies. Et que je crois qu'aujourd'hui, c'est peut-être une question de génération, peut-être une question de problématique, peut-être une question de savoir scientifique qui a percolé doucement chez les décideurs, mais on fait les choses autrement qu'il y a 20 ans, où je caricature vraiment énormément, pardon, par avance, où on amenait des sacs de riz chez les gens, et ça faisait plutôt que aggraver les problèmes, en tout cas au long terme. Voilà. Après, sur l'enjeu de l'action collective, ce que je vois souvent, parce que on est amené en tant que grosse ONG à rencontrer des gens dans les ministères ou dans les grosses entreprises, c'est que le serpent se mord la queue. C'est-à-dire que les politiques, ils nous disent écoutez, moi je veux bien faire une réforme, mais si les gens ils montrent qu'ils sont pour. Parce que si je commence à faire une réforme et que les gens ne sont pas pour, je vais perdre des électeurs. Et ce n'est pas mon intérêt. Pareil, les entreprises, ils disent moi, je veux bien vendre un produit bio, plus ceci, moins cela, mais il faut que les gens les achètent. Parce que sinon, je le fais, et moi, j'ai rien à y gagner, au contraire, je perds des sous. Et donc, les entreprises se réfugient derrière le fait qu'il n'y a pas de demande pour ne pas faire de produits, et les politiques se réfugient derrière le fait qu'il n'y a pas d'opinion publique en faveur de ce genre de choses, et pour ne rien faire. Et d'une certaine manière, ils n'ont pas forcément tort, parce que parfois, quand ils font des choses, ils se rendent compte que derrière, ça ne suit pas. Il y a X exemples de produits un peu bio-responsables qui ont fait des fours, des flops complets, X exemples de mesures ou de mesurettes, parfois écolo, entre guillemets, qui ont fait des flops parce qu'il n'y avait pas derrière le tissu social pour le prendre. Alors, évidemment, si on est seul, ou à quelques-uns seulement, à faire un geste, d'abord, l'impact est minuscule, et puis c'est injuste, parce qu'on a un pouvoir, finalement, bien modeste par rapport aux institutions, qu'elles soient publiques ou privées. Donc il faut qu'il y ait l'ensemble des acteurs, donc la société civile, les particuliers, les organes, les collectivités locales, l'État, et les entreprises qui avancent d'un même mouvement. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas attendre que les autres commencent, parce que sinon, justement, on va se regarder en champ de faïence pendant encore des décennies. Parfois, c'est un peu ingrat, parce qu'on a l'impression de faire beaucoup soi-même,
et que les autres, derrière, finalement, ils profitent, et ça coule douce. Et nous qui avons refusé par exemple, je sais pas quoi, de prendre l'avion, on a mis 3 heures de plus que le copain. J'en sais rien, c'est un mauvais exemple peut-être, mais oui, parfois la vertu, d'une certaine manière, la vertu écologique ne paye pas. Mais je pense que malgré tout, en fait, et ça c'est un des slogans de la Fondation, agir rend heureux. Je pense que quand on fait quelque chose et qu'on sait qu'on le fait parce qu'on a les bonnes raisons de le faire, pour un peu que ce ne soit pas se couper les deux bras et affamer ses enfants, hein, évidemment. Hein, quand on fait quelque chose de bien, ça nous apporte quelque chose. Quand on aide une personne âgée dans la rue, quand on donne un petit peu à je ne sais pas qui, un mendiant, quand on simplement fait un sourire à quelqu'un dans la rue et on voit que ça lui a un peu changé la journée, on sent en soi-même que ça nous a fait du bien. Et même égoïstement, d'une certaine manière, parfois faire ce genre de geste qui est voué à l'échec, peut-être, au sens de l'efficacité globale, en termes individuels, en termes moraux, c'est quelque chose qui fait du bien, et en tout cas que si on se sent de le faire, il faut le faire. Parfois ça coûte de donner, de faire un geste vis-à-vis de l'autre. On est stressé, on est bousculé dans le métro et on n'a pas envie de sourire à quelqu'un, et surtout pas. Parfois, voilà, on peut pas et on le fait pas. Mais parfois, c'est pour ça que je disais, il faut s'aimer soi-même. Quand on est en paix, quand on est heureux par plein d'autres raisons, heureux modestement, à chacun à sa manière et à sa mesure. À ce moment-là, on peut donner un petit peu, et ce qu'on peut donner, à mon avis, dans ces conditions-là, on le reçoit 10 fois, 5 fois parfois, ou 0,5 fois parfois d'autres, mais on le reçoit en retour, en tout cas, au moins en partie. Il y a 2 questions là. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Il existe des mers mortes. Est-ce qu'il a été envisagé scientifiquement qu'un océan puisse mourir, et quelles en seraient les conséquences? Alors, c'est une grande question. Il y a la mer morte, donc entre Israël, la Cisjordanie et les territoires occupés et la Jordanie. Donc, ça, c'est vraiment. Elle s'appelle la mer morte parce qu'elle est vraiment morte. Parce que l'évaporation est telle, et l'arrivée d'eau par le Jourdain est si faible, notamment parce qu'il y a toute la zone qui est en train d'exploser en termes de densité de population, et donc ils pompent l'eau pour l'agriculture, que le niveau de la mer baisse, et la salinité augmente, et aujourd'hui il n'y a quasiment plus aucun organisme, à part quelques trucs microscopiques, qui peuvent survivre. Donc une mer peut mourir. Et en fait, il faut faire attention parce que cette mer, donc la mer morte, n'est pas vraiment une mer au sens classique, puisque c'est une mer complètement fermée qui n'était pas en connexion vraiment avec les océans. Il y a la mer d'Aral, qui est donc, encore une fois, alors je crois que le terme c'est une mer endoréique, mais c'est un terme technique, qui est une mer qui n'était pas en contact avec les autres océans, qui, pour la même raison, a quasiment disparu. Donc en gros, pour vous expliquer, donc cette mer d'Aral, qui est en Asie extrême, entre l'Ouzbékistan et le Kazakhstan, je crois, est alimentée par 2 fleuves, l'Amour Daria et le Sir Daria. Ces 2 fleuves sont dans des régions désertiques, et en fait, au moment du stalinisme, le régime soviétique a décidé d'utiliser cette région pour produire du coton. Le coton est une culture extrêmement gourmande en eau, et donc ils ont pompé l'eau du fleuve. Ils ont pompé, comme les Shadocks évidemment, et au bout d'un moment, la mer d'Aral, qui est en fait une sorte de gros lac plus qu'une mer, finalement, elle n'était pas assez alimentée par les fleuves, d'autant plus, et c'est le point commun avec ces 2 régions, que c'est des zones chaudes, donc il y a une forte évaporation, et donc s'il n'y a pas un débit, un apport continu, c'est les histoires de baignoires, de robinet. Hein,
au bout d'un moment, si vous n'avez plus assez d'eau qui rentre et qu'il y en a qui sort, eh ben, ça disparaît. La mer d'Aral, c'est, je pense, alors on pourrait discuter, mais c'est la plus grande catastrophe écologique du XXe siècle. C'est vraiment énorme. Il y a des photos de Yann, que vous pouvez voir partout, apocalyptiques, de bateaux de pêche immenses, rouillés, sur le flanc, en plein milieu du désert. Parce que ce qui était avant une mer, donc a reculé, et avec des conséquences absolument catastrophiques sur les écosystèmes, mais aussi sur les gens, évidemment. Encore une fois, tous les gens qui vivaient de la pêche, vous imaginez bien qu'ils ne peuvent plus. Et en plus, c'était une zone agricole, donc tous les pesticides et les engrais qui étaient mis sur les plantes, il y en a une partie qui ruisselait et qui allait dans les fleuves, donc elle arrivait dans cette mer d'Aral. Quand la mer d'Aral s'assèche, finalement, tous ces résidus chimiques sont mis à jour et peuvent être emportés par le vent, ils sont tous secs, etc. Et donc il y a des problèmes d'intoxication des populations, c'est vraiment catastrophique. Après, qu'une mer en tant que telle, une mer, donc un océan connecté au reste, devienne complètement empoisonné, à ma connaissance, en tout cas dans un avenir prévisible, ce n'est pas à envisager. Il y a deux choses. Il y a l'augmentation de la température et de l'acidité. Ça peut amener des bouleversements majeurs, mais ça ne va pas être la fin du monde non plus. En tout cas, dans un avenir prévisible, dans, disons, le prochain siècle. Après, voilà. Hein. Et ce qu'il faut dire quand même, et là on revient à la pollution issue des terres, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les zones mortes. Il y en a plusieurs centaines qui existent, c'est des zones assez bien identifiées. En fait, à l'embouchure des fleuves, souvent ou autour de sorties de fleuves, où les engrais qui ont été mis sur les cultures et qui ont ruisselé, qui sont arrivés dans les fleuves, qui se répandent dans la mer, encouragent en fait le développement de micro-organismes qui pullulent. Et on parle de bloom, enfin, voilà, ils ont une soupe magique géniale sur laquelle ils peuvent grossir. Et en fait, ils pompent, en se développant, ils pompent tout l'oxygène. Enfin, ils se développent, ils meurent, et ça fait des zones sur lesquelles après il n'y a plus assez d'oxygène pour les autres organismes, et les poissons qui sont pris là-dedans peuvent tomber dans les pommes, entre guillemets, devenir, ou voire mourir, et c'est des zones qui peuvent faire des dizaines de kilomètres de diamètre, des zones mortes, qui sont identifiées. Par exemple, il y en a la plus grande, la plus connue, elle est dans le delta du golfe du Mexique. C'est toutes les cultures des grands plateaux américains, donc zones agricoles immenses et évidemment aspergées comme il faut de pesticides, qui sont drainées par le Mississippi et qui arrivent. Et au niveau du golfe, il y a une grosse zone où plus rien ne peut vivre, à part quelques micro-organismes bizarres. Mais ça reste majoritaire. Et pour revenir sur ce que j'avais dit au tout début, attention, c'est vrai qu'il y a plein de problèmes, mais il y a encore plein de choses magnifiques. Ne cédons pas au défaitisme. Je veux dire, à la fin, il y a encore plein de poissons dans les mers quand même. Il y a des coraux magnifiques, il y a des forêts sublimes. Voilà, on peut changer les choses. Par exemple, ces zones mortes, on sait comment résoudre le problème. Hein. Enfin, c'est assez simple. Il faut diminuer les quantités d'engrais ou améliorer les systèmes de retraitement des eaux. Oui, alors, il y a un monsieur là et une dame là. Merci. Je comprends que dans une logique de sensibilisation du public, vous disiez bon, faut pas désespérer, etc. Parce qu'effectivement, c'est toujours très difficile de porter un message qui est négatif. Mais il y a quand même des articles récents co-signés par plusieurs dizaines de scientifiques de renom dans des revues à ses côtés comme Science ou Nature, qui disent que en fait, l'écosystème Terre global atteint des niveaux un peu de entre guillemets saturation, qui font qu'on peut atteindre des seuils d'irréversibilité, en particulier liés par exemple à l'acidification des océans que vous avez cité. Et donc, voilà. Je veux dire, c'est une stratégie je pense que vous êtes au courant de ces articles, et donc c'est une stratégie de communication de ne pas en parler, des notions d'irréversibilité à l'échelle mondiale. Non, mais moi je pense que c'est... Enfin, je pense qu'ils ont tort d'une certaine manière, réellement. Enfin,
évidemment, je préfère voir le côté éclairé, le sunny side of the street, of course, hein, bien sûr. Parce que, enfin, qu'il y ait des équilibres écologiques ou même plus larges qui soient irréversiblement déplacés ou détruits, ça, j'en suis persuadé. Enfin, ou en tout cas, dans un avenir proche, bien sûr. Mais la question n'est pas là. Ma question, c'est, en tout cas pour moi, c'est comment faire pour vivre avec. Et c'est pas parce que tel ou tel équilibre est définitivement détruit qu'il n'y a plus de vie après. C'est comme, je sais que je caricature un petit peu, encore une fois, excusez-moi-en, mais sur la disparition des espèces. Aujourd'hui, on vit une phase majeure d'extinction, c'est-à-dire la 6e phase majeure d'extinction, comme les dinosaures. Un rythme de disparition très rapide, beaucoup plus rapide que normalement. Bon, s'il y a trop d'espèces qui disparaissent, il y a plein d'écosystèmes qui vont être perturbés profondément et qui seront après, par exemple, beaucoup plus fragiles et beaucoup plus vulnérables à telle ou telle autre perturbation qui pourrait venir, voire ils pourraient disparaître définitivement. Mais dans l'histoire de la vie sur Terre, ça s'est déjà produit. Et il y a déjà eu des moments dans l'espace, dans le temps, où 90, voire plus, % de la biodiversité a disparu et a donné autre chose. Après, la preuve, on est là. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal. Je dis, oui, on vit une phase absolument cruciale et très préoccupante. Et c'est bien sûr pour ça que je fais de l'écologie et que je vous parle ce soir. Mais qu'est-ce qui est en jeu ? Moi, mon point de vue, c'est celui de la société et de l'espèce humaine. Et l'espèce humaine, elle pourra survivre dans 50 ans, même si... par exemple, la température a augmenté de 4 degrés, même si les océans se seront fortement acidifiés, etc., même si les grandes cultures agricoles seront vraiment perturbées, etc., l'espèce humaine pourra survivre. Ce qui va se passer, c'est que les pauvres seront dans la merde, encore plus qu'aujourd'hui. Parce que c'est ça le problème, c'est que toutes ces transformations, il y en a qui ont les moyens de les supporter, d'une manière ou d'une autre. Encore une fois, alors moi j'aime bien la science-fiction, dans 50 ans, j'en sais rien à quoi ressemblera le monde, mais imaginons un horrible film de science-fiction super noir, etc. Peut-être qu'avoir un petit bol de fraises, ça coûtera 1 million. Parce que ça sera tellement rare, tellement impossible à produire, etc. Mais il y en aura qui se paieront ce luxe. Et on voit bien dans tous les films de science-fiction, ce qu'on appelle les dystopies, donc les projections terribles vers l'avenir, on voit bien qu'on va au-devant de difficultés. Mais ce n'est pas l'humanité en elle-même qui est menacée, c'est, encore une fois, ce sont les plus modestes qui n'auront pas les moyens de faire face ou qui en subiront encore plus les conséquences. Par exemple, j'en sais rien, s'il y a une montée des eaux, eh ben, on parle de Tuvalu, de Kiribati, des petites îles de Micronésie, etc. Ils sont dans le pétrin, mais il y a des dizaines de millions de paysans pauvres au Bangladesh qui sont en dessous du niveau de la mer. Eux, ces gens-là, ils sont foutus. Ils sont foutus. Ou il y a des paysans dans les zones semi-arides qui ne pourront plus survivre. Et ces gens-là, ils sont foutus. Ça, c'est sûr. Mais ce qui m'intéresse, c'est ces gens-là, c'est les gens. Parce que ces gens-là, ils sont foutus, et parce que d'autres gens arriveront à s'en sortir, et que ma question, c'est comment est-ce qu'on va arriver à vivre ensemble dans ce monde assez sombre qui nous arrive. Mais peu importe, finalement, que les bouleversements soient irréversibles. Le problème, c'est qui va en souffrir et comment est-ce qu'on fait pour limiter la casse. Et donc, c'est ça mon point de vue, et ce n'est pas de l'optimisme de BA, je pense. Je vous propose encore 2 questions. D'abord une question ici, et puis madame qui finira. Donc, bonsoir. Moi j'avais encore une autre question, donc c'était par rapport à ce que vous disiez
vis-à-vis de nos responsabilités individuelles. Au fur et à mesure de mes travaux, je me suis rendu compte que qu'il était une piste d'amélioration et d'avancée, ça pouvait être de s'inspirer de la nature. Il y a pas mal d'associations qui travaillent sur tout ce qui est le biomimétisme, donc apprendre à imiter la nature au niveau des stratégies que la nature implémente, notamment pour la préservation de la biodiversité. Ça, je pense que c'est quelque chose qui manque encore dans le discours de beaucoup d'associations, où elles ont été discréditées par une position idéologique, politique, alors qu'avec une approche scientifique où on va voir, en observant la nature, on se rend compte qu'il y a pas mal de discours qui ont été idéologisés, qui en fait sont justifiés sur le plan scientifique. Ça, c'est vrai que ça manque un peu. Il y a pas mal de travaux en agroécologie, notamment, qui sont très pertinents. Et j'aurais aimé savoir si ce type de travaux, agroécologie, permaculture, biomimétisme, étaient soutenus par la Fondation Good Planet. Et s'il y avait des projets, si vous aviez en tête des projets d'action concrètes pour promouvoir ces initiatives et faciliter la transition auprès, par exemple, d'agriculteurs qui aimeraient pouvoir se lancer, mais, comme vous disiez, ils ont des contraintes de production. Si on leur demande de protéger la nature et les petits oiseaux, selon leur vocable, ils mettent la clé sous la porte. Parce que c'est la situation dans laquelle se trouvent beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui. Je suis assez d'accord avec ce que vous dites. La Fondation, on a donc un programme global qui s'appelle Action Carbone, qui vise à financer des programmes de lutte contre le réchauffement climatique à travers la dimension carbone et à partir de financements adaptés. Et dans ce cadre-là, on est en train de lancer justement des problèmes d'agroforesterie, en France, ce qui est un peu nouveau pour nous parce qu'on était surtout sur l'aide au développement, mais donc y compris en France. Si vous voulez, vous allez voir sur notre site, il y en a quelques-uns. On commence. On a peut-être pris un peu de retard sur ce qu'il aurait fallu, mais on a ça, c'est super intéressant. Permaculture, tout. Voilà. Oui, bonjour. Alors juste pour vous répondre, et je vous laisserai la parole après, c'est une phrase qui m'a toujours fait beaucoup rire, c'est la différence entre un optimiste et un pessimiste. Un optimiste, c'est un imbécile heureux, et un pessimiste, c'est un imbécile triste. Et en fait, malheureusement, encore une fois, c'est pas la question d'être optimiste ou d'être optimiste, c'est une question de soi vivre en harmonie avec soi-même et d'essayer de faire le mieux qu'on peut. Mais, pardon, madame, je vous en prie. Bonjour. Non, c'était peut-être pas urgent parce que c'est vrai que je n'ai pas le langage adapté peut-être, mais sur un plan peut-être moral, j'avoue que je suis stupéfaite, enfin tristement stupéfaite parce que vous dites que l'humanité va s'en sortir et que l'essentiel c'est l'homme, mais personnellement je m'étonne, enfin pourquoi ce serait l'homme, enfin pourquoi nous donnons-nous le droit de tant massacrer d'espèces vivantes, d'animaux, et sans s'attendrir sur forcément sur les bébés phoques et les dauphins, je dirais il y a eux, mais il y a combien d'espèces de poissons dont nous ne connaissons même pas le nom, ou d'insectes ou d'oiseaux qu'on est en train de massacrer, et personnellement je ne me sens pas supérieure à eux au point de vouloir vivre à tout prix en les faisant tous crever, quoi. C'est une vraie bonne remarque que vous amenez. En fait, c'est une discussion philosophique. Non, mais c'est bien. C'est bien de parler de philosophie, c'est le jour, ouais, pour les étudiants. En fait, il y a tout un courant de l'écologie qu'on appelle, pour simplifier, la deep écologie, l'écologie profonde, qui se bat justement contre cette considération que l'homme serait supérieur aux autres espèces. Et donc, il faudrait autant respecter le chat, le chien, la fourmi. Et il y a des grands débats depuis des décennies. C'est très intéressant. Mais je ne me positionne pas dans cette lignée-là, c'est clair, mais pas contre. Parce que je pense que c'est très important de protéger les animaux. Je tords un peu le bâton, mais c'est très important. Mais la question, c'est de quel point de vue on parle. Moi, je ne suis pas capable de parler du point de vue des animaux. Je ne suis pas capable. Je suis capable de parler de mon point de vue à moi, qui est celui d'un être humain. Et
Et je pense que c'est intéressant aussi d'assumer ce point de vue-là, parce que comme ça, on peut porter un message plus global, plus politique. Parce que, encore une fois, parfois, les gens ils ont l'impression que les écolos ils se préoccupent plus des petites abeilles que de leurs voisins. Certains sont comme ça. Personnellement, je suis très sensible à la cause animale, par exemple. Mais pas forcément pour les mêmes raisons que les assos auxquels on pense peut-être. Parce que pour moi, et c'est un petit peu la figure, vous la connaissez certainement, de Nietzsche et du cheval. Vous savez que Nietzsche a fini sa vie dans une sorte de démence. Il a basculé et boum, tout d'un coup, il est parti, des grandes fièvres, et puis il n'a jamais repris connaissance. Et en fait, ce qui a déclenché cette crise, c'est une anecdote, mais c'est la vérité apparemment, c'est qu'il se baladait dans la rue, et il a vu un cocher fouetter son cheval, mais bon, comme on peut fouetter un cheval quand on est un connard. Et ça l'a ému. Et ça l'a ému, et tout ça, ça l'a... Bon, apparemment, il y a des gens qui ont raconté un peu après l'histoire, en racontant que c'est ça qui avait fait basculer le philosophe dans la folie. Mais parce que, qu'est-ce que ça nous renvoie à nous? Ça nous renvoie à la sauvagerie humaine. Et moi, ce que je vois dans la maltraitance des animaux, c'est évidemment la souffrance. Mais c'est la sauvagerie. Et les deux sont insupportables. Et je pense que si on se bat contre la maltraitance animale, on se bat aussi, ce faisant, pour... c'est vraiment un peu ridicule, mais c'est pour améliorer, rendre meilleure l'espèce humaine. Parce qu'on se... Je suis désolé, j'ai envie de pisser. Pour lutter contre la violence. Je suis désolé, il faut que j'arrête parce que j'ai une urgence. Alors, on va peut-être terminer par un témoignage, parce que c'est intéressant, puisque ça conclura un peu sur un témoignage de tout ce qu'on a pu dire aussi. Oui, c'est un témoignage. Je voulais dire d'abord au conférencier que j'étais très très intéressé par ce qu'il a dit. Et moi-même, j'étais militant écologiste, enfin, je suis toujours écologiste, mais très longtemps, puisque j'étais un des fondateurs du réseau Sortir du nucléaire, et on a travaillé avec des scientifiques. Donc on n'a pas opposé écologistes et scientifiques, bien au contraire, on était ensemble. Et puis, bon, les années ont passé. Maintenant, je suis un élu, je suis maire d'une commune et un des représentants de l'agglo d'Alès. Et je crois que, justement, je suis passé aussi chez les Verts, mais je ne suis pas resté parce que je croyais à la politique autrement, et ça c'était pas ça. Je n'ai pas trouvé du tout de satisfaction là. Mais je crois qu'il ne faut pas opposer, justement, en écologie. Enfin, il n'y a pas de l'écologie politique, où il y a l'écologie politique, mais elle n'est ni de droite ni de gauche, elle est partout. Et je crois qu'on peut tous faire avancer les choses. C'est dans ce sens-là. Dans ma commune, j'ai réduit l'éclairage public. On peut faire, je crois qu'on peut tous apporter quelque chose. Et il faut s'engager. Moi, je le disais aux copains associatifs, c'est dommage, il y en a peu qui passent le cap, mais il faut s'engager, il faut rentrer en politique au sens noble, mais on a tous quelque chose à faire. Voilà. Vous êtes de quelle commune? Vous êtes de quelle commune? Voilà, que je vous ai répondu. Bien, donc on va arrêter là, faute de conférenciants. Je vous propose de monter il va nous rejoindre, enfin il est dans le hall Pasteur, où vous verrez ses ouvrages et vous pouvez le rencontrer et discuter encore un peu avec lui, si vous le souhaitez. Oui. Il arrive. Et merci beaucoup. Donc. Excusez-moi, vraiment. C'était vraiment une urgence. Ça allait se continuer là-haut. Hein. Ok, je suis à votre disposition, bien sûr. Tout le monde vous rejoint là-haut. Ok, pardon, encore. Merci beaucoup et finissons avec cette note d'optimisme. Merci.